Les amis, bonjour, j'espère que vous êtes en forme. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. Hervé Cochini qui est avec moi. Merci beaucoup d'être ici sur ce beau plateau, on va appeler ça un plateau. On va parler de sujets très intéressants aujourd'hui. On va parler nature, on va parler biologie, on va parler champignons, forêt. Merci encore d'avoir fait le déplacement parce que vous venez de loin. Oui, à côté de Chambéry. À côté de Chambéry. Très très loin, on est voisins. On est, voilà, pour situer, donc nous on est à Passy, dans l'espace coworking. Donc pour vous présenter brièvement, vous êtes passionné de mycologie. Mycologie. Vous êtes cofondateur du forum Mycélium. Oui, d'Ardèche. D'Ardèche. Vous avez fait de nombreuses conférences et animations aussi pédagogiques autour de champignons, d'arbres et de nature. C'est ça. Vous avez aussi créé le jardin du conservatoire des lichens. Oui, alors c'est le jardin conservatoire des lichens et des champignons. Et des champignons. Donc c'est un lieu dédié à la science. Ça parle de tout ce qui concerne les champignons et les lichens. Ok, les lichens. Les lichens étant des champignons, donc okay. C'est dans le même règne. Donc c'est dédié à la science, à la culture et à l'art. Donc pour tout vous dire, en fait, on est en lien avec Enzo Bennett qui fait partie de l'Institut Éco-Citoyen et il m'a appelé en me disant écoute Mathieu, j'ai une personne qui est très intéressante, qui adore la nature, qui est passionnée de champignons et je pense que ce serait intéressant que je l'interviewe. Alors je dis mais j'ai pas compris, moi j'essaye de parler de pollution de l'air et justement j'ai appris que les lichens ou lichens sont des bio-indicateurs par rapport à la pollution de l'air. Voilà. Alors oui, bien sûr, parce que les lichens ne puisent rien du substrat où ils sont fixés. Ok. Ça tire rien du sol. En fait, ça se nourrit de photosynthèse et d'humidité de l'air. Alors du coup, ça se trouve où? C'est par terre? On en trouve un peu partout. Hein. On en trouve au sol, on en trouve sur les arbres, on en trouve sur les roches. En montagne, on en trouve un peu plus qu'en plaine, bien entendu, puisqu'il y a moins l'impact des pollutions et de l'urbanisation. Hein. Et ça représente quand même un gros pourcentage de l'air qu'on respire. Ces lichens existent bien avant les végétaux. C'est la première production d'oxygène qu'il y a eu sur notre planète. C'est ce qui a permis à la vie de sortir de l'eau. Ok. Voilà. Donc, super intéressant. Voilà, c'est très très intéressant. Ce que je fais, c'est que moi je vous mets tout de suite à l'image une photo de lichen pour qu'on ait tous la référence. Donc vous êtes réellement passionné de je suis lichénologue. On n'est pas nombreux d'ailleurs. Je suis mycologue aussi. Donc j'ai commencé par la mycologie, je suis passé à la lichénologie par passion en fait. Hein. La mycologie, alors c'est quoi exactement? Alors c'est l'étude des champignons. Le champignon aussi, bien sûr, a un rôle important contre notamment la pollution, puisqu'il est capable de dépolluer les sols par son mycélium en fait. C'est le mycélium qui va consommer les matières polluantes, même issues de la pétrochimie, et les transformer. C'est là où c'est intéressant, c'est qu'il est capable de les transformer en humus, donc en engrais pour les végétaux. D'accord. C'est tout bénéfice. Et du coup, vous êtes engagé sur cette cause-là, liée environnementale? Alors bien sûr, quand on aime la nature, quand on aime son pays, sa région, et on est obligé d'être passionné et impliqué dans divers combats même, et forcément. Je défends plein de divers combats, notamment sur des projets écocides, et voilà, comme le Lyon-Turin par exemple, qui sont un peu des désastres écologiques. Quand même, il y a des choses qui sont inutiles et qui pourraient être évitées. Donc, ces fameux lichens, parce que alors moi ça m'intrigue, mais d'une force, vous pouvez pas savoir, ce sont des bio-indicateurs, ça veut dire que ils changent de couleur? Non. Comment ça se passe? Non. Alors c'est par leur présence en fait. Par leur présence. Qu'on peut déterminer si l'air est pur ou plus ou moins pur. D'accord. Alors il y a des espèces qui sont plus ou moins tolérantes aux pollutions. Et quand on trouve un certain nombre d'espèces qui sont particulièrement sensibles, on peut dire que l'air est propre. Après, par contre, si on trouve plutôt des espèces plus tolérantes et pas les autres espèces, et là c'est un peu la catastrophe, il faut faire attention. Donc c'est un très bon indicateur. Alors pour une bonne raison, donc comme j'expliquais tout à l'heure, c'est que le lichen ne tire rien de son substrat. C'est pas comme une plante qui va chercher des nutriments dans le sol. Lui, il a juste besoin d'un endroit pour se fixer, pour vivre. Mais après, il fait une photosynthèse. Donc, alors, un petit rappel, parce qu'il faut comprendre ça, c'est que le lichen, c'est une association entre une algue à 25% à peu près et un champignon à 75%. Et en s'associant les deux, alors même des fois quand c'est dans des endroits où la photosynthèse ne se fait pas très bien, donc des zones où il y a la neige très, très longtemps, ou des zones plus ombragées, et ils vont se rallier avec, on faire un peu le ménage à trois, avec une cyanobactérie, donc ce sont des algues bleues. Donc en fait l'algue
va faire sa photosynthèse pour nourrir le champignon qui lui se nourrit de matière carbonée, donc de sucre pour faire plus court. Et en échange, le champignon lui va fabriquer la structure du lichen, donc la forme, la charpente. Il va protéger l'algue et apporter l'humidité. En fait, il va fixer l'humidité de l'air ou de la pluie. L'un sans l'autre, ils ne pourraient pas vivre. Du coup, c'est une petite société autonome, indépendante, qui ne demande rien, qui vit de soleil et d'eau fraîche. Et du coup, quand il y a de la pollution, il n'y en a pas alors? Eh ben, le problème, c'est que comme ça vit justement d'air pur, logiquement, de soleil, et ça capte tout ce qu'il y a dans cet air, et notamment toutes les matières polluantes. Le problème, alors les lichens ne réagissent pas de la même manière à tous les polluants. Et puis il y a une autre raison pour laquelle c'est particulièrement sensible aux polluants, plus que les végétaux, c'est que le lichen est en activité toute l'année, contrairement aux végétaux qui ont des périodes végétatives. Le lichen, c'est le seul organisme, en tout cas un des seuls organismes, à pouvoir faire sa photosynthèse par des températures proches de -10, donc des températures hivernales. Et le problème, c'est que pendant l'hiver, il y a une nouvelle pollution qui se rajoute. C'est la pollution du chauffage domestique. Voilà. Donc ça en rajoute encore une couche, et voilà. Donc du coup, les lichens sont particulièrement en danger à cause de notre pollution atmosphérique. Enfin, causée par l'homme en tout cas. Mais du coup, ces lichens, ces champignons, est-ce que c'est un bioindicateur de la pollution uniquement, ou il y a d'autres non, pas du facteurs? tout. Non. En plus, oui, c'est un indicateur aussi du réchauffement climatique, en tout cas du bouleversement climatique. Alors ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire il y a le bon côté puis le mauvais côté. Bon, on voit des espèces remonter de la Méditerranée petit à petit. Alors tout ça c'est lent, parce que la croissance d'un lichen c'est quelques millimètres par an. Mais il y a un lichen en particulier qui a été sauvé grâce au réchauffement climatique. Un lichen qu'on ne trouvait que sur les côtes méditerranéennes et qui a été victime bien sûr de l'urbanisation. Et finalement, grâce au réchauffement climatique, il est remonté jusqu'au Vaucluse, sud d'Ardèche aussi. Là, il n'est pas du tout en danger et il se remultiplie. On en trouve maintenant à nouveau beaucoup. Il y en a d'autres de lichens qui ont disparu, pratiquement. Ce sont des lichens qui étaient pourtant courants dans les anciens ouvrages et on n'en voit plus du tout. Bioindicateur de la pollution de l'air, mais aussi du réchauffement climatique. Voilà, et c'est un indicateur aussi de bonne santé des forêts. Donc ça, c'est aussi un très très bon indicateur. Plus il y a de lichens, alors pour qu'ils s'installent, il faut une vingtaine d'années. Plus il y a d'espèces, plus il y a de grands nombres de lichens dans une forêt, on peut penser que la forêt est en bonne santé. Bon, tout ça s'étudie, mais c'est très intéressant. Et pour en revenir un petit peu à la pollution, il y a deux manières de tester la pollution. C'est les analyses chimiques. Le problème, c'est que c'est sur un temps donné, sur le temps présent, on va dire, au moment où on a fait l'analyse. Bon, c'est intéressant parce qu'on peut analyser plein de choses, même sur les lichens qui sont plus tolérants aux pollutions, on peut voir déjà ce qu'on respire. Il y a l'analyse biologique qui, elle, on intègre aussi le facteur temps, et c'est sur une longue durée, et ça, c'est très intéressant de l'étudier. Ceux qui ont la croissance la plus lente, ce sont les lichens qu'on appelle crustacés, qui sont incrustés sur la roche. On ne peut pas détacher de la roche. Ces lichens-là, ça fait souvent des ronds, comme ça, de plusieurs couleurs sur les rochers, sur les troncs des arbres. Et ces lichens-là souffrent moins de la pollution. Par contre, tout ce qui est lichen fruticuleux ou lichen complexe, c'est-à-dire ce sont des lichens qui sont fixés aux arbres, qui pendent, ça fait des branches un peu, ou des lichens au sol qui font un peu un buisson, comme certains cladonias, notamment le lichen des rennes, qui est bien connu. Ceux-ci ont une croissance plus rapide et donc disparaissent beaucoup plus vite en cas de pollution. Et d'ailleurs, mais ça va même plus loin que ça, parce que certains lichens, comme les cladonias, en fait, sont à la base un peu de la chaîne alimentaire. Dans le Grand Nord, suite à l'accident de Tchernobyl, tous ces lichens ont été chargés en radioactivité et ça sert de nourriture aux rennes. Et le renne étant la source de nourriture des humains dans ces pays-là, du coup, ils ont été contaminés. Donc ça peut vite nous impacter si on ne fait pas attention. Je pense que ce serait intéressant d'aller sur place. Oui. Ça aller sur place, c'est directement voir tout ça. On va prendre un peu de hauteur parce que visiblement ici en Basse-Vallée, c'est compliqué d'en trouver. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe, c'est pas bon signe.
Ok, on se retrouve sur la route de Montferrand qui mène au chalet de Montferrand. Donc on est sur la commune de Maglan, là où j'ai déjà tourné une vidéo d'ailleurs. On devrait trouver des lichens ici. Il y en a plein. Vous en voyez déjà? Oui, il y en a dans les arbres, il y en a de tous les côtés. Ok. Là, j'ai trouvé les deux un peu opposés, c'est-à-dire que celui-ci, le jaune, là, d'ailleurs, au passage, il sert toujours de teinture. On fabrique de la teinture pour teinter les kilts écossais. Et c'est un lichen qui est très tolérant aux pollutions. On le trouve même en milieu urbain. Ça ne veut pas dire qu'il préfère pas vivre à la montagne, hein. Hors de la pollution. Ouais, voilà. Bien sûr, bien sûr. Mais il s'est adapté. Et puis celui-ci, là, qui pendouille des arbres, hein, ce lichen-là, il s'appelle Usnea intermedia. Il est très, très, très sensible aux pollutions. Et d'ailleurs, on le trouve que dans des zones à partir de 700, 800 mètres d'altitude, voire 1000 mètres. Donc, ce lichen-là, il a une petite particularité. Il paraîtrait qu'il peut soigner la plupart des maladies virales. Ah, c'est intéressant, ça. Oui, mais ça reste à prouver. À prouver. mais bon, voilà, il est joli en plus, c'est ce qui ne gâche rien. Et là, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'espèces, hein. Il y en a plein l'arbre sur la hauteur, là. Et même sur ce petit bout de bois, là, ramassé par terre, on voit qu'il y a déjà plein d'espèces. Vous voyez, des toutes petites espèces, là. Blanc, voilà, il y en a des jaune. blancs, voilà, il y a un peu toutes les sortes. Il y a au moins 3 ou 4 espèces sur un petit morceau de bois comme ça. D'accord. Donc, les espèces crustacées dont je parlais tout à l'heure, qui sont, elles, moins sensibles aux pollutions, hein, c'est ces blanches-là. C'est des taches C'est pour ce qui le fait les ronds, voilà. Et puis, à côté de ça, il y a des espèces beaucoup plus sensibles, comme celle-ci, là. Bon, je sais pas si on la voit bien parce qu'elle est petite, mais enfin, en tout cas, comme celle-ci. C'est ce qu'on appelle les lichens fruticuleux. Ça, c'est un peltigera, un lichen qui s'est associé, en plus de l'algue et du champignon, avec une cyanobactérie, parce que la photosynthèse se fait moins bien, car il vit dans un milieu un peu couvert. Des lichens, on en trouve vraiment partout, hein. On en trouve des zones de marais, même, hein, où ils reçoivent les embruns. Ils peuvent même rester sous l'eau une partie de la marée, hein, jusqu'à 7400 mètres d'altitude sur l'Everest. Mais c'est pour dire que vraiment ça recouvre 8% de la biomasse de la planète, hein, donc c'est dingue. Mais c'est vrai que là on s'en rend pas compte, mais en fait il y en a partout, et quand je pars en rando ou quoi, en fait on passe à côté tout le temps, on met les pieds dessus. Quand on s'y intéresse un petit peu, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y en a partout, quoi. C'est dingue. Voilà, donc voilà une espèce intéressante. Après il y a des espèces crustacées sur le tronc là-bas, c'est les taches blanches. Ah oui, les fameuses taches blanches qu'on voit ici. Alors autant elles sont nombreuses, là il y a tout le côté là qui est tout blanc là. Ah, celui-ci, ouais. Voilà. On peut le voir derrière. Donc là en fait on a en l'espace de quoi, il y a 10 mètres carrés, même pas. On a fait 4 espèces différentes de lichens, donc la jaune, voilà, la verte, celle-ci, il y a les blanches qui sont les là, blanches et qui encore sont là. En regardant de plus près, il y en a encore d'autres, hein, qu'on voit pas bien. Et du coup sur le caillou, qui est là-bas, voilà. Et on comptabilise à peu près à l'heure d'aujourd'hui 25 000 espèces dans le monde, et on n'est qu'au début, hein, des recherches et des études. On en découvre encore 150 par an. C'est énorme. Et c'est vraiment essentiel. Et le lichen, il a une particularité quand même, qui est très très intéressante, c'est qu'on a trouvé qu'elle contenait plus de 850 substances qu'on trouve uniquement dans les lichens et qui seraient intéressantes pour la médecine. Alors il y a des matières anticancérigènes, il y a plein de molécules dedans, et c'est sous forme de cristaux bien souvent. Tout ce que vous voyez ici, ce qu'on a pu voir là à l'instant, ce sont des bio-indicateurs de pollution, pollution de l'air aussi. Donc là, ça veut dire qu'on a un air qui est un peu plus respirable que celui qui est en bas. C'est ça. Un peu plus. Bon, c'est pas non plus l'extase, mais c'est super intéressant. Celui-ci est très sensible, donc on peut dire quand même que... Donc quand il y en a des grands comme ça veut dire on va en profiter avant de redescendre dans la plaine. Donc là, c'est encore 2 autres espèces. Donc il y a Evernia prunastri ici, qui est un lichen comestible en plus, celui-ci. On peut même fabriquer du levain pour fabriquer le pain. Et puis celui-ci, c'est Parmelias sulcata. C'est un lichen dont les mésanges et certains pinsons utilisent pour la confection de leur nid. En fait, c'est pas de l'opportunisme, hein. Ils choisissent vraiment ce lichen-là pour ses raisons, ses propriétés antiseptiques. D'accord. Donc ça aseptise le nid. Voilà. Ici, il y a un lichen, c'est Pogemia, qui aurait des propriétés anti-cancérigènes. Bon c'est sur ces belles images qu'on va retourner au studio. Allez. Pour finir tout ça. Voilà. On était bien ici. Hein. On était bien. Hein. Ouais. On était mieux ici quand même. D'ailleurs, comme les lichens. Voilà, c'est ça. Bon super. Et on retourne au studio pour finaliser avec les quelques questions qui nous restent. De retour pour aborder les quelques questions qui me restent à vous poser, Hervé, les questions que tout le monde se pose. Face à ces défis-là environnementaux actuels, quel va être le rôle pour vous en tant que spécialiste et puis pour tous les autres spécialistes? Alors c'est un rôle un peu frustrant parfois, parce qu'on n'est pas toujours écouté.
où il y a souvent même du déni de nos dirigeants, de nos élus. Alors la sensibilisation avant tout, l'échange, le partage. Ce qui est plus intéressant encore et plus efficace, c'est de parler aux enfants, aux jeunes, aux étudiants. Il y a quand même pas mal d'outils et c'est quand même plus intéressant et plus efficace que l'écologie punitive, on va dire. Je pense qu'il est encore temps, mais il faut se dépêcher, de sensibiliser. Mais il faut vraiment se dépêcher. C'est pour ça que je me lance un peu dans ces interviews, réponses-questions. Ouais, en temps de crise, pourtant la parole des scientifiques est hyper importante. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, pour une sacrée crise. Mais là, voilà, il y a tout un... Maintenant, l'écologie presque n'est plus vraiment à la mode. Et c'est bien dommage parce que c'est maintenant qu'elle est le plus important. Alors, les gens ont plusieurs façons, plusieurs possibilités en tout cas, d'être réellement actifs. Parce qu'on me demande souvent lors de conférences, mais oui, mais moi, à mon petit niveau, qu'est-ce que je peux faire? Mais en fait, il y a plein de choses à faire. La première chose, c'est de faire attention à nos achats, à ce qu'on consomme. Le premier outil, en fait, c'est la carte bleue. Du coup, c'est la question qui suivait. Quel conseil, justement, vous donneriez? C'est la carte bleue, déjà, en premier. Essayez le plus possible d'acheter local, de consommer local. Et puis, il y a un deuxième outil aussi, et c'est toujours une carte, d'ailleurs, c'est la carte d'électeur. Alors, je dis pas qu'il faut voter pour un parti écologique obligatoirement, mais en tout cas, avec une carte d'électeur, on a ce pouvoir, en fait, d'obliger tous les partis politiques à avoir un véritable programme écologique. Ouais, c'est pas forcément du coup l'aspect forcément voter pour quelqu'un d'écolo, mais c'est plus sur le projet. Voilà. C'est ça qui est important. Et ça a du poids quand même, une carte d'électeur. Enfin, même si des fois on aurait tendance à croire l'inverse ces derniers temps. Ouais. Mais enfin bon, normalement ça a quand même du poids. Et donc voilà, ces deux cartes, c'est déjà des sacrés outils et ça peut peser dans la balance. Bien sûr, c'est des très bons conseils, mine de rien, en plus on connaît, on a déjà vu. Et c'est vrai qu'il faut le rappeler. Il faut le rappeler pour réussir à sensibiliser un maximum de monde. C'est aussi mon objectif. Et en tout cas, je suis très content d'avoir fait cette vidéo avec vous. Vous avez pu nous partager un petit peu votre savoir. On a pu aller sur place aussi pour voir tout ça, donc c'est super. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Cauchini. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir partagé. Pour conclure, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec un nouveau professionnel spécialisé en sensibilisation à l'environnement. Merci une nouvelle fois d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et on se dit à très bientôt.